vient créer un prétexte à se parler et puis finalement, on se retrouve à construire quelque chose de bien plus grand sans s'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment important chez nous, c'est que le plaisir, c'est une des plus grandes forces de l'humain. Admettons qu'on doit faire le ménage. Si on le fait en soufflant, la tâche sera beaucoup plus dure que si on le fait en sifflant. Voilà. Hello, moi c'est Léa et j'aime inlassablement questionner ce qui m'entoure et montrer que l'écologie, c'est d'abord une question d'émerveillement. À travers les incroyables parcours des personnes que j'invite à mon micro, j'ai à cœur de vous parler d'amour, de quête de sens, de résilience, de liberté et d'écologie. Bref, autant de sujets qui donnent du courage et qui montrent que le monde bouge et souvent dans la bonne direction. Tout de suite, je t'invite à plonger dans ces visions du monde un peu différentes de celles auxquelles on est habitué, mais qui peuvent nous faire tellement de bien. Le problème pour changer les choses dans le bon sens, et surtout quand il s'agit de nos habitudes quotidiennes ou d'un fonctionnement qui dure depuis longtemps, c'est de confronter notre cerveau qui peut souvent avoir une tendance assez conservatrice. Et ça, c'est précisément ce que Chloé aime déconstruire. Alors elle a créé Eurythmia, qui est un collectif et qui s'attache à bâtir des projets ex nihilo ou au sein de structures déjà existantes pour repenser les manières de travailler ensemble dans la bienveillance, tournée vers les autres humains, mais aussi vers notre planète. Mais au-delà de ça, Chloé, c'est une personne qui rayonne, qui attache une importance très particulière à son bien-être intérieur et qui note tous ses rêves pour les résoudre. Salut Chloé, comment ça va? Écoute, super, je crois qu'on vient de se régaler avec des bons... Des bons cinnamons. voilà, donc ça peut que bien commencer. Oui, merci pour ça. Je pense que, effectivement, c'est ce que je disais. Je pense que je mange plus pendant une semaine après ça, mais ils étaient très très bons. Chloé, je suis ravie de te rencontrer pour de vrai. Parce que toi et moi, on s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a quelques mois. C'était en visio, à travers plusieurs réunions d'une association de géothermie citoyenne dont on fait partie toutes les deux. Je pense d'ailleurs que je dédierai assez rapidement un épisode à ça. En fait, moi, j'ai très vite remarqué quand même ta manière assez particulière de t'impliquer dans ce projet, à mettre l'accent sur des aspects de communication importants pour aller l'importance de chercher tel ou tel partenaire ou encore sur tout ce qui est budgétisation. Je crois qu'on appelle ça à peu près l'ingénierie de projet. Alors ça peut faire un petit peu flipper tout ça, mais on va rendre ça accessible et moi j'ai l'impression que, surtout que tu as un rôle un petit peu de facilitatrice. J'aime bien commencer mon podcast en racontant aux gens comment j'ai rencontré mon invité, mais j'aime bien laisser le soin à mes invités de se présenter comme ils ont envie. Donc est-ce que Chloé, je peux te laisser te présenter comme tu as envie? Oui, bien sûr. Donc moi, je me considère comme une développeuse de projets qui régénèrent, c'est-à-dire qui prennent soin des gens, des autres et de la planète. Et pour ça, j'ai tout un tas d'outils que j'ai développés au fur et à mesure de mon parcours, qui a commencé à l'âge de 16 ans, donc ça me rajeunit pas. Et donc, comme outil, eh bien, j'ai bien l'ingénierie de projet, comme tu le disais, aussi l'intelligence collective, et puis tout ce qui est accompagnement sociétal, c'est-à-dire cette idée en fait que les projets qui sont menés, ils sont en train de nous faire quitter l'ancien monde, cet ancien monde qui est déjà fini, même si il semble Mm. omniprésent, et puis de faire prendre plus de place à ce nouveau monde qui a déjà émergé, mais qui est plutôt silencieux ou qui est plutôt, on va dire, par petites touches un peu partout. Et bah, mon grand rêve, hein, si un jour je peux dire ça pour la fin de ma carrière, c'est de me dire que j'aurais contribué à des projets concrets qui fait que plein de personnes en France voient dans leur quotidien des projets de ce nouveau monde, comme par exemple la géothermie citoyenne, qui est en fait une technologie adaptée pour des toutes petites zones et qui permet aux citoyens eux-mêmes de gérer leur énergie, donc de gérer leur chauffage, de gérer l'eau chaude. Et donc, comme c'est fait de manière citoyenne, eh bien, c'est une technologie qui crée de l'énergie au service des gens qui l'utilisent, pas au service d'actionnaires, par exemple. Donc là, c'est très concret. Quand on parle de projet régénératif, par exemple, celui-là. Ok, qui redonne un petit peu
du pouvoir ou en tout cas des moyens d'agir aux citoyens et aux citoyennes. Et c'est un vaste sujet aussi, tout ce qui est collectif, citoyen, d'énergie, ce genre de choses, c'est très parlant. Tu as parlé du fait que tout a un petit peu commencé pour toi à l'âge de 16 ans et juste avant de commencer cet enregistrement, on parlait toutes les deux de l'imbrication entre la dimension personnelle et professionnelle. Chez toutes les personnes que je reçois, en général, je trouve qu'il y a vraiment une frontière qui est assez fine entre le monde pro et le perso. J'ai l'impression que c'est aussi le cas chez toi. Je ne sais pas, on se connaît pas assez, mais quand tu dis 16 ans, ça a commencé à 16 ans, déjà comment est-ce que ça a commencé? Et à 16 ans, on est quand même dans un moment où on se construit encore son identité, etc. Donc il y a quand même des frontières très fines et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que tu as trouvé un petit peu ta voie. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Exactement, je pourrais même parler de virus, même si aujourd'hui c'est pas une image très valorisée. Mais j'ai commencé dans une association d'éducation populaire. Alors c'est un mot qui a disparu, mais qui consiste en fait à proposer des projets au grand public, pour le grand public. Donc je te donne des exemples. Par exemple, on fabriquait des push-cards. Donc ce sont des matériaux qui sont censés partir à la déchetterie. On les récupère et on fabrique des engins sur lesquels on met une personne dessus qu'on va pousser. Et à ce moment-là, on va faire des courses. Ok. Et ça, bah, c'est très ludique, mais à travers ça, on va aussi regarder ben, comment est-ce que on travaille en équipe, comment on prend des décisions collectives quand il n'y a pas de chef, comment est-ce que on va innover, comment est-ce que le frottement de la roue il va se comporter en fonction du revêtement sur le sol. Donc en fait, finalement, le projet ludique, c'était un prétexte à être ensemble. Et puis, à travers ça, on travaillait plein de choses qui faisaient qu'on créait comme une nouvelle société. Et c'est vraiment ça, c'est cette vision, on va dire, un petit peu politique au sens premier du Mm. terme, au sens de prendre soin de la cité, que, on avait dans cette association. Et donc, moi, j'avais 16 ans, j'étais bénévole. On m'a d'abord demandé d'être animatrice pour un centre de loisirs Ok. bénévole. Donc, j'aidais des animateurs en centre de loisirs qui, eux, étaient payés à monter des projets qui étaient vraiment pédagogiques, qui avaient du sens. Pas seulement aller faire du karting, qui pourrait être plutôt une activité de consommation, qui est bien aussi, mais qui est peut-être pas suffisante quand on veut développer d'autres Ouais. choses chez les enfants. Et à partir de ça, ils m'ont rapidement fait confiance et donc, j'ai commencé à créer un jeu sur la contraception pour éviter les grossesses non désirées. Wow. Donc, ils m'ont vraiment, on va dire, outillé à créer une vision pour les gens et à créer un support. Et donc, ce jeu, il y a eu 3500 personnes qui y ont joué. Alors, c'était vraiment fait à partir de cartons. Et donc ça, c'était vraiment très impactant en fait, parce que ça ouvrait des conversations, puis c'était quand même il y a un petit moment, sur des choses dont on n'avait pas l'habitude de Mm. parler. Éviter des grossesses non désirées, c'est pas quelque chose qui est évident comme conversation. Totalement. Et à travers ce jeu de société, bah, c'était complètement fluide, et peut-être que ça a participé à permettre à des femmes ou à des couples de choisir le moment où ils ont envie de créer une famille. Ok. Et puis ça s'est comme ça enchaîné. J'ai été élue au conseil d'administration de cette association, donc j'avais 17 ans. Et j'étais au bureau de l'association Bon. et je manageais une partie de l'équipe salariée de cette association. Et on construisait plein d'autres projets. Ok. Et Voilà. c'était où ça? C'était au Franca, dans la Nièvre, en Bourgogne, Ok. donc en milieu, ce qu'on pourrait dire rural. Et c'est très important pour moi, la ruralité ou le périurbain. Parce qu'en fait, on a toujours l'impression que tout se passe dans les grandes villes, mais en vérité, les grandes villes sont dépendantes de ces zones un peu plus éloignées Bien sûr. puisque la qualité de l'air, la qualité de l'eau, même ne serait-ce que quand on a envie de se mettre au vert, on s'en va dans ces endroits-là qui nous régénèrent. Et donc, c'est important que ces endroits soient habités et qu'il se passe des choses là-bas pour qu'on puisse créer quelque chose qui crée un écosystème au niveau de tout le pays qui puisse tenir la route.
Et t'as grandi du coup dans un milieu plutôt rural. Enfin c'est une question. Et parce qu'à 16 ans c'est pas anodin non plus de se dire je vais être bénévole dans une telle association et développer ce genre d'outils pour un public populaire. Ça vient d'où? Parce que c'est jamais le fruit d'un hasard. Oui, on va dire que ça peut venir d'une blessure, d'une enfance très malheureuse, très violente à plusieurs points de vue. Et en fait, à 16 ans, j'ai quitté mes parents. Je me suis retrouvée à la rue. Et c'est cette association qui a été les premiers adultes à me voir, à me faire confiance, à me donner des responsabilités, à m'accompagner, à m'outiller pour construire. Parce qu'en fait, moi, je savais pas quoi faire ou quoi être ou qui être. Et donc, me poser des questions sur c'est, c'est quoi la société, comment est-ce qu'on la construit ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, et sentir en fait à quel point les gens étaient capables de s'entendre, de coopérer. Moi, je connaissais pas ça. Moi, je connaissais la dispute, le rejet. Voilà. Et donc, cette association, elle a juste vu mon potentiel et elle a fait de moi ce que je fais aujourd'hui. C'est incroyable. Je ne sais pas s'ils ont eu conscience de l'impact qu'ils ont eu parce que nos chemins se sont depuis éloignés, mais pour autant, c'était le nœud central, c'était le basculement pour moi de ce que je suis aujourd'hui, parce que vraiment, ils m'ont montré que le nouveau monde, c'est quoi le nouveau monde? Et de le vivre dans son corps, dans ses cellules, avec les autres. C'est d'une puissance incroyable, parce qu'on ne peut pas euh, développer quelque chose qu'on n'a pas vu. Ouais. On ne peut que développer ce qu'on connaît. Et une fois que j'ai pu connaître ces expériences positives, constructives, émancipatrices, à la fois individuelles, mais à la fois pour le collectif, alors après, je savais où je pouvais emmener les projets ou les autres. C'est incroyable et c'est d'autant plus impressionnant de voir qu'en fait ce moment de bascule, ça a aussi été un tremplin en fait pour toi et qui t'a permis de construire, je sais pas, j'ai l'image d'un arbre, de vraiment construire le socle, le tronc et de pouvoir prendre un petit peu les branches, les chemins que tu as décidé de prendre aujourd'hui et c'est assez fou. D'ailleurs, il y a 10 ans, si je me trompe pas, tu as lancé Eurythmia. Du coup, tu es en freelance avec cette structure. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de ça et à qui s'adresse ce projet-là et qu'est-ce que tu en fais? Oui, donc Eurythmia, c'est vraiment un facilitateur de projet. Je vais d'abord expliquer comment c'est né, puis après je dirai ce que c'est devenu aujourd'hui. En fait, au tout départ, c'était une activité que j'avais à côté. C'est-à-dire quand je prenais des études, par exemple quand j'ai fait mon master sciences politiques, ingénierie de la concertation à la Sorbonne, en fait, j'avais des cours, mais je m'ennuyais un petit peu. Et donc, du coup, j'ai développé Eurythmia comme un laboratoire d'expérimentation. Moi, je voulais juste passer à l'action, tester des choses, et puis apprendre que même si que ça marche pas, en faire des apprentissages, et puis comme ça, progresser, et ainsi de suite. Et ensuite, j'ai eu un parcours un petit peu en pointillé. Donc, il y a eu des fois où j'ai été en poste, donc je le laissais en veille. Et il y a d'autres fois où j'ai été au chômage. Et donc là, je reprenais l'activité. Et donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est Eurythmia aujourd'hui. C'est un facilitateur de projet qui a mûri qui a traversé quasiment tous les domaines, qui a été à la fois seul et à plusieurs, qui a été dans l'associatif, dans le monde des entreprises, y compris industriel, qui a été dans le monde aussi de l'administration. Et donc, riche de tout ça, ça fait à peu près 3 ans maintenant que ça se développe ici dans le nord de l'Alsace et où là on est vraiment devenu un collectif de facilitateurs. Et donc là l'idée c'est que chacun a ses spécificités. Il n'y a pas seulement la compétence, comme tu le disais au début, cette frontière entre le perso et le pro, chez nous, elle est complètement effacée. Hmm. On est quelqu'un et on est cette personne dans le pro et dans le perso.
Et donc, même si parfois on a des compétences similaires, juste le fait que la personne, elle ait une autre personnalité, un autre parcours, d'autres expériences, en fait, ça vient complètement enrichir d'une manière différente le projet ou les porteurs de projets qu'on est en train d'accompagner. Et donc, ces alliances qu'on fait, à chaque fois, c'est sur des projets, on se regroupe à un, à deux, et puis sur un autre, ça sera plutôt 10, etc. Ok. En fait, on est à géométrie variable en fonction du projet et des besoins et des compétences et de vraiment qu'est-ce qui va apporter de la richesse pour que ça puisse faciliter la réalisation du projet. Et ces projets-là, c'est toi qui es constamment dans l'aller vers, c'est les rencontres que tu fais, c'est des structures qui viennent vers vous, vers toi, ou ça se passe comment concrètement? Eh bien, en fait, c'est les deux canaux. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un premier canal qui vient de la demande. Donc, cette association de géothermie citoyenne, c'est une Mm. demande qui est arrivée avec ce besoin de constituer toute l'ingénierie humaine, que ça soit à la fois créer l'équipe projet, l'équipe cœur, mais aussi pouvoir créer d'autres choses auprès des citoyens. Mais d'autres fois, c'est nous qui impulsons. Par exemple, on a créé un atelier qui s'appelle Nos mots pour la forêt et qui a pour but de créer des vraies conversations qui comptent, des conversations de cœur à cœur entre des inconnus. Et donc, on les réunit, l'idée c'est vraiment d'avoir des citoyens lambda, on les réunit pendant 2 heures et on leur propose de vivre des sensations avec la forêt et d'inventer un mot qui va nommer cette sensation. Ok. Et du coup, on a fait ça et on a écrit un dictionnaire des nouveaux mots sur les sensations de la forêt avec des photos qu'on a prises dans la forêt d'Agono pour illustrer à chaque Ok. fois les définitions. Et c'est un petit livret magnifique qui devrait sortir là au mois de février, Ok. qui va Waouh. être imprimé. Et ce livret, en fait, il va servir dans les années suivantes à être enrichi par d'autres ateliers, par des nouveaux mots. Et donc, ce dictionnaire va de plus en plus grandir. Et finalement, on se rend compte que des inconnus qui pourraient avoir des partis politiques complètement différents, ou des idées, ou voilà, ou des visions des choses complètement différentes, à partir du moment où ils viennent parler de leurs sensations, ce qui est quand même assez intime, ils viennent créer une relation forte avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu Hmm. et qui les rend profondément humains. En fait, on se parle en tant qu'humains. Et on se rend compte que on vit les mêmes choses. Et là, on a un point de départ pour co-construire. Parce que tant qu'on pense qu'on est distinct, tant qu'on pense qu'on est opposé, la co-construction, elle peut pas forcément se faire. Elle peut être difficile ou Hmm. ça peut devenir un compromis. Mais on n'est pas du tout dans cette synergie qu'on essaye de développer. Et donc voilà, Eurythmia aujourd'hui, c'est aussi un laboratoire créatif. On fait aussi des hackathons, on invente aussi voilà plein de choses en fonction des circonstances et des besoins qu'on a ressentis au fur et à mesure. Ok, c'est génial. J'ai l'impression qu'il y a aussi une dimension dans ce que tu me racontes artistique aussi. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien des fois, de temps en temps, développer. J'ai été à l'initiative avec d'autres personnes à des moments donnés, à des performances artistiques. Pour des moments un peu cruciaux qu'on a vécu en France, notamment les élections européennes législatives anticipées en 2024. Et je trouve que c'est un bon moyen d'aller chercher, d'aller toucher d'autres personnes qui s'intéresseraient pas à la cause si on utilisait les canaux traditionnels, etc. Donc c'est incroyable. Tu dis que ça sortira, ce petit livret sortira en février alors? Exactement, Ok. oui, oui, oui. Et je pourrais l'envoyer à tous les auditeurs Mettez un qui petit sont pouce. intéressés, exactement. Ok. Et tu as complètement raison de souligner cette créativité et ce côté artistique qui sont en fait essentiels, qui sont présents dans chaque être humain, Mm. mais qui sont importants pour redonner du vivant. En fait, l'art, ça vient toucher le cœur. Oui. Et on ne peut pas créer un nouveau monde à partir que du mental. Le mental doit être au service du cœur. Et donc ce cœur, il vibre à travers les émotions, à travers les ressentis, et c'est ça que vient faire l'art. Et en plus de ça, comme tu le disais aussi très justement, c'est apartisant. Mm. C'est-à-dire qu'on vient créer un prétexte à se parler
Et puis finalement, on se retrouve à construire quelque chose de bien plus grand sans s'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment important chez nous, c'est que le plaisir, c'est une des plus grandes forces de l'humain. Admettons qu'on doit faire le ménage. Si on le fait en soufflant, la tâche sera beaucoup plus dure que si on le fait en sifflant. Voilà. Je pense à moi qui a passé l'aspirateur ce matin en soufflant. Je pense que c'est la pire tâche ménagère pour moi. Je déteste ça. Je vais essayer de siffler la prochaine. En mettant de la musique, en chantant à tue-tête, en faisant en sorte de danser avec l'aspirateur. C'est pas du tout la même chose. Ouais, j'avoue que j'ai déjà essayé hein, ce truc de mettre la musique, mais bon, l'aspirateur couvre Le mettre très fort. couvre le bruit. Mais non, mais ok, je vais tester le truc. Des fois, j'essaie de faire jouer mes zygomatiques en essayant de me forcer à sourire. Je me dis ça va allumer quelque chose dans mon cerveau qui va. Mais bon, j'ai pas encore essayé de siffler. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est de comment on voit, comment on décide aussi de voir les choses. Parce que même si on peut être dans un contexte un peu compliqué, se dire bah je décide de faire aussi le tri là-dessus et de voilà de faire des choses qui correspondent à ça. Et Et le plaisir, c'est un multiplicateur de ouais. force. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'on a oublié dans notre monde d'adulte, c'est que le plaisir est un multiplicateur de force. Donc à partir du moment où on le fait depuis l'envie, mais l'effort, il a rien à voir. Ouais. Et du coup, on peut s'attacher à des gros sujets, on peut s'attacher à des gros chantiers, mais si le plaisir est là, c'est plus un Mhm. problème. Ouais, clairement. Et en parlant de gros chantiers, ça va être la question un peu militante de ma part. On en avait enfin, très brièvement parlé en message, toi et moi, mais du coup, j'ai cru comprendre que avec Eurythmia, tu as été chargée du développement de la transition écologique dans des entreprises comme Decathlon ou Crédit Agricole. J'imagine qu'il y a des choses à faire, il y a du boulot. Est-ce que quand on arrive dans des telles structures avec les valeurs qui sont les tiennes, est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est possible de faire émerger un projet qui soit un petit peu ambitieux? Enfin, voilà, c'est quoi ton expérience de ça? Oui, alors ça va être une réponse nuancée puisqu'en fait, tout dépend des, des attentes qu'on a envers ce client. Mhm, Avec Decathlon, on a vécu une expérience qui était incroyable. Pendant 2 jours, on a réuni l'ensemble des salariés du magasin, donc ça faisait une trentaine de salariés, et c'est eux qui ont co-construit le projet de l'année à venir. Et donc, pendant les 2 jours, ils ont analysé tout ce qui marchait, tout ce qui marchait pas. Ils ont vécu des moments intenses où ils ont pu se dire les choses, des choses qui se seraient jamais dites dans le cadre d'un séminaire classique. Et ensuite, ils l'ont transformé en opportunité. Et donc, ils ont inventé vraiment leur projet du magasin. Et à la fin de ces 2 jours, on a créé une banderole avec leur propre logo, un nom qui s'était donné. Et c'est devenu en fait le fil rouge pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes le magasin. Il y avait un directeur, c'est lui qui a commandé la mhm, prestation. Mais lui, il a été là comme quelqu'un, non pas qui décide, non pas qui tranche, mais quelqu'un qui s'est mis au service du collectif. mhm. C'est-à-dire que il a donné sa vision, ses connaissances, il a essayé d'inspirer aussi. Euh, et c'est ensuite le collectif qui a fait ses propres choix. Et ce qui est ressorti, c'était d'une puissance incroyable. Et donc cette banderole où leur projet était inscrit et accroché dans la salle de pause, c'est devenu le fil rouge à développer pour toute l'année. Donc ça, c'est vraiment un super point de départ. Donc là, on a fait quelque chose qui était bien, mais ensuite, et c'est ce que je dis toujours, c'est que ça ne peut pas être ponctuel. Donc, pour aller plus loin, Mhm. pour Decathlon par exemple, mais aussi pour d'autres, pour le Crédit Agricole, où on a été faire de l'éco-psychologie, Ok, c'est-à-dire qu'on a été chercher dans chaque individu qu'est-ce qui allait toucher l'avenir. Parce que quand on parle d'écologie, c'est pas l'environnement. L'écologie, c'est l'environnement et les humains et les totalement. animaux, etc., etc. Merci de le rappeler. Et donc, d'aller toucher ça dans chacun d'entre eux pour pas que l'écologie devienne une injonction. Mm. Faut pas que l'écologie soit un ordre.
nouvelle contrainte. Ça, c'est un petit peu le défaut qu'a pris l'écologie aujourd'hui, c'est que c'est devenu un poids, quelque chose en plus qui vient priver de liberté. Mais comme je disais, le plaisir est vraiment un amplificateur de force. Autrement dit, si l'écologie devient une valeur naturelle, intrinsèque à l'individu, il n'y a plus besoin de le forcer. Il y a juste à l'accompagner pour qu'il arrive à développer les projets à sa manière. Et donc, là, à Crédit Agricole, on a eu deux effets. On a eu le premier effet auprès des élus du conseil d'administration qui étaient là vraiment mais incroyable parce que j'ai eu des gens qui ont été tellement émus, ils ont osé le montrer et ils se sont engagés avec une force. Voilà, c'était vraiment très très fort. Mais quand j'ai ensuite fait le même atelier avec des grands dirigeants de cette banque, Mm. en fait, ils étaient pas là pour ça. Ouais. Ils sont venus pour jouer les relations entre grands dirigeants. Mhm. Et donc, le support de l'atelier est devenu juste un support pour être ensemble, Ouais. pour faire des blagues, Et donc, avec cette volonté d'être hermétique, Mm. d'avoir comment dire, ce masque, pour rester dans le rôle. Parce que si ils avaient montré leur part sensible, à ce moment-là, ils n'étaient pas assez en sécurité dans Ouais. le collectif pour l'être. Et donc, eux, ils sont, à mon sens, et ça n'engage que moi, bien sûr, ils sont passés à côté. Je pense qu'il n'y a pas eu d'effet à ce moment-là pour ces personnes. Et donc après, j'imagine qu'il y a eu un aller-retour entre un conseil d'administration qui a été profondément touché dans son humanité Mm. et des rôles de dirigeants qui sont dissociés de leurs émotions et de leur sensibilité pour pouvoir réussir à garder ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Et, euh, et tout ça, ben voilà, il faut le poursuivre. Vous voyez, quand on vient découvrir quelque chose, si après on ne l'entretient pas comme une langue ou toute autre chose, après, ben malheureusement, on ne sait pas ce que ça devient. Donc, vraiment, mon invitation pour les entreprises, c'est que quand on rentre là-dedans, ça s'incarne. Ça veut dire que ça devient le centre. Ça Mm. veut dire qu'on ne peut pas juste demander ponctuellement un effort sur ce sujet et puis après revenir à l'ancien et puis voilà, c'est fait. Non, ça s'incarne. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va être, tout ce qu'on va dire, ça doit être présent partout. On a une conversation financière, d'accord. Mais alors en ce moment-là, on intègre Mm. la coopération, l'écologie, tout ce qui régénère. On va pas juste faire du financier. Parce que faire du régénératif, c'est une philosophie. Être au service du vivant. Ce n'est pas une discipline à côté. On n'est pas là pour venir faire un peu d'écologie. Ou voilà, on a créé un projet écologique, donc on a fait notre part. Non, ça doit, je sais pas, comme par exemple la solidarité, le bonheur au travail, voilà, toutes les valeurs de l'entreprise ou d'une politique même. On doit avoir ça aussi au centre. Respecter le vivant, Mm. respecter le sensible. Et une fois que ça, c'est devenu le centre, ou voilà, faire partie du centre, une des valeurs principales, et que tout le reste s'organise avec ça, mais en fait, là, le pari est gagné. Et je te rejoins totalement là-dessus et j'ai l'impression que c'est un petit peu le biais ou l'écueil dans lequel on peut tomber, si je puis dire, avec la RSE traditionnelle, responsabilité sociale et Sociétal des entreprises. sociétale des entreprises. Il y a un peu ce truc de, il y a un moment, chaque entreprise doit faire sa petite part, mais du coup, souvent, c'est des choses en surface, ponctuelles, et on oublie un petit peu le côté du long terme, et je trouve ça absolument dommage. Donc, je trouve que cette expérience dont tu nous parles, elle est vraiment intéressante, et de voir aussi, encore une fois, cette dichotomie entre les milliers de personnes qui peuvent composer une entreprise et les gens qui sont aussi à leur tête et les effets des relations et les effets de la socialisation, comment elle est différente. T'as parlé du mot philosophie.
Et j'ai l'impression que ça fait partie de ta personnalité vraiment d'analyser un petit peu comment fonctionnent les gens entre eux et ce que ça raconte aussi. Je crois que tu as fait une formation en développement personnel, coach de développement personnel. Est-ce que c'est un truc que tu utilises, que tu fais professionnellement, que tu as fait professionnellement à un moment donné ou pas forcément? Oui, exactement. En fait, dans le travail qu'on fait, ça demande d'analyser le système. Et le système, eh bien, il y a les relations humaines, il y a la manière dont le groupe fonctionne, quelles sont les relations de pouvoir en interne, quelles sont aussi les relations de pouvoir en externe, Mm, qu'est-ce qui se passe à tous les niveaux, au niveau d'un seul individu, puisque on est composé de quatre corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Et donc, si on fait un accompagnement que sur un des corps, alors on passe à côté. On a besoin d'aligner, de toucher les quatre, mm, parce que on est des êtres complexes. Et on doit ensuite faire ça aussi pour pour tous les collectifs, pour tous les sous-collectifs. Donc ça, oui, c'est vraiment primordial de les analyser, de les sentir et d'être dans une intelligence de situation, une intelligence de relation et une intelligence d'émotion. C'est vraiment des compétences clés. Et donc pour ça, j'ai effectivement fait 2 ans de formation en coaching en développement personnel. Mais je dirais que c'est pas exactement ce qui m'a permis d'en arriver là. C'est vraiment l'entraînement depuis ma naissance ouais. jusqu'à aujourd'hui. Et puis c'est aussi ma relation à moi-même, être capable de se respecter profondément, soi, euh, et pour pouvoir ensuite voir ce qui dissonne à l'extérieur chez les autres et de ne pas en faire quelque chose qui soit comme un diagnostic et qui présage du futur. Oui, on a tous des biais et des difficultés et des choses qui nous desservent. Mais pour autant, ça peut devenir une force. Mm. C'est pour ça qu'on peut les voir, mais aussi ensuite, il faut être un peu stratégique pour réussir à les transformer en levier. Et donc ça demande un peu de temps. Et oui, bah, en tout cas, enfin, tu le disais à la fin que c'est plus cette formation, elle arrive plutôt dans la lignée de ce que tu es. Et je trouve que tu as une manière de t'exprimer qui est très spéciale. Mais spécial dans le sens où ça note l'effort ou en tout cas le fait que tu es une personne, j'ai l'impression, très en conscience de ce qui l'entoure. Et je trouve que c'est assez marquant et j'imagine que tout ça, c'est vraiment des choses que tu utilises avec Eurythmia, avec ta relation tous les jours avec les gens. Et je trouve ça assez formidable. Est-ce que t'as l'impression d'avoir développé ça vraiment depuis très longtemps et c'est assez naturel pour toi ou est-ce que t'as l'impression que ce respect-là que tu as envie d'avoir pour toi et pour les autres, c'est un effort encore aujourd'hui à fournir? C'est vraiment une question, oui, qui est pas facile parce qu'en fait, c'est un entraînement que j'ai commencé depuis très très jeune, de par les expériences douloureuses que j'ai Mm, commencé à avoir et que j'ai poursuivi parce que pour moi, c'est fertile. Et donc, je ne sais pas te dire si c'est encore un effort. C'est pas une douleur en tout cas. Ce ok. n'est pas une douleur. Je crois que je continue toujours de m'entraîner parce que j'apprends toujours de plus en plus. Mais oui, c'est quelque chose Qui qui s'entretient en toi. s'entretient. Ouais, Oui, ouais. oui. Ok. En fait, c'est une manière d'être. C'est vrai, tu as raison. Bah, Mais c'était un compliment, j'espère. oui, c'est totalement un compliment. Enfin, moi, justement, c'est Tu même. sais que tu es une personne bizarre. Oui, c'est un compliment. Alors, moi, bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais moi, les gens bizarres, en général, alors il y a étranges et bizarres, les gens Oui. plutôt étranges, je les aime bien, et quand je dis spécial, en général, c'est un truc positif, dans mon langage à moi. Mais non, mais en fait, c'est vraiment, tu dégages vraiment un bien-être qui est assez naturel et qui est assez stupéfiant, et moi, je suis assez admirative de ça. C'est pour ça que je pose Je te cette question remercie vraiment, ça me va droit au cœur. et que je tenais à le dire.
À côté de tout ça, tu as aussi participé à l'organisation de plusieurs actions citoyennes de terrain comme Paddock Academy ou 100 jeunes sans emploi. Donc, je pense qu'on a très bien compris que l'engagement, c'était quelque chose qui t'anime très profondément. Est-ce que tu peux nous parler de ce genre d'action que tu as mené? Quel genre d'action c'était? Pour qui? Pourquoi? Pour quelle cause? Oui, bah ça c'est vraiment un engagement aussi de ma part parce qu'en fait, malheureusement, moi tout ce que j'adore faire, c'est toujours gratuit ou bénévole. Il n'y a pas beaucoup Moi de... aussi, je comprends très bien. dans ce On est dans le là. même panier. Je vais parler de celle qui m'a vraiment le plus marquée. C'était lors du triste événement au Bataclan. En fait, à l'époque, j'étais à Paris. Et du coup, on a sorti, enfin, j'ai inventé du street love. Ok, Le street love, c'était quoi? C'était de réunir des citoyens qui avaient envie d'apporter du bien, du mieux-être, je sais pas si on aurait pu dire bonheur, hmm, dans la rue, devant les portes du Bataclan. Et donc, on a fait ça pendant un mois à peu près. Tous les 2, 3 jours, on était une dizaine de citoyens que j'avais mobilisés comme ça sur Internet. Et ok. on venait, chacun avec quelque chose à transmettre dans la rue. Alors, moi, je faisais des coachings express. Donc, je sortais de ma formation de coaching en développement personnel. Donc, je faisais des coachings de 5 minutes aux passants dans la rue. D'autres faisaient des câlins. D'autres étaient venus avec des écouteurs et de la musique et faisaient écouter de la jolie musique aux passants. On était bien sûr à côté de tous les cierges et les fleurs. Et donc, il y en a qui se sont aussi proposés d'être juste une écoute. Et donc, il y a des gens qui sont venus pleurer à cet endroit et qui ont pu se faire entendre et écouter par ce groupe de citoyens qui s'est constitué comme ça Waouh. parce qu'on n'était pas d'accord en fait avec ce qui venait de se passer et on avait envie de rétablir les choses. Alors c'est bien sûr, on n'a pas pu être aussi puissant, inversement puissant que ce qui a pu arriver, mais juste déjà avoir fait ça, on a vu des gens repartir avec le sourire. Parce qu'en plus, dans Paris, ça n'existe pas. Des gens qui donnent comme ça, enfin, c'est assez rare. Ouais. Et du coup, c'était en fait une bonne surprise pour ces gens-là de recevoir comme ça des belles actions, des dons comme ça de citoyens qui sont juste venus essayer de compenser ce qui s'était passé. Et de manière générale, comment ça a été perçu? Enfin, je veux dire, il y avait du monde qui venait vous voir. Enfin, c'était comment? Ah ben oui, bien sûr, il y a eu de plus en plus de gens qui voulaient aider. Ok. Alors on avait découpé dans des cartons rouges des cœurs et on avait écrit Street Lover et on avait accroché ça sur nos manteaux pour pouvoir se reconnaître et on se fixait des rendez-vous, voilà. Et donc c'était très fort, mais bien sûr c'était ponctuel puisque ça a été lié à un événement et qui est Hmm. passé. Et puis voilà, donc j'ai toujours eu à cœur de m'engager, mais comme j'ai aussi pu le faire lors du paddock, qui sont vraiment extraordinaires aussi à Haguenau. Donc voilà, c'est le perso et le pro, une même personne, je Ouais. pense. Et parmi tous ces projets, est-ce qu'il y en a un qui, dans ta jeune carrière, t'a marqué plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a un qui t'a fait davantage grandir, qui t'a permis d'accomplir des choses qui te marquent encore aujourd'hui? Ou est-ce que c'est difficile de prioriser, enfin Tu de parles sur hiérarchiser? les aspects citoyens, sur mes engagements citoyens, ou tu parles Parce dans mon que, parcours? ouais, que ce soit pro ou plutôt citoyen, bénévole, enfin, Oui. quelque chose qui t'a Alors, marqué. il y a eu encore 2 expériences très marquantes dans mon parcours. J'ai travaillé chez Chronoflex. Mhm. Chronoflex, c'est une entreprise qui répare des flexibles hydrauliques. Donc, par exemple, un engin de chantier ou un tracteur, il casse son flexible hydraulique, ben, il ne peut plus travailler. Et donc, cette entreprise intervient partout en France et en dom-tom en moins d'1 heure pour pouvoir réparer ces flexibles. Ok. Et donc, dans cette entreprise, enfin, en fait, c'est une entreprise libérée. C'est-à-dire libérée de quoi? Libérée des hiérarchies pyramidales.
Et donc, ils ont complètement réinventé leur entreprise. Il y avait 460 salariés répartis en France et en Dom-Tom, et ils n'avaient pas de hiérarchie. Et l'entreprise cartonnait, ils faisaient des bénéfices. Donc, ils s'étaient organisés autrement. Donc, ils avaient, par exemple, décidé que c'était plein de petits speedboats, c'est-à-dire des équipes de 4 ou 5, Ok. et ils faisaient une élection sans candidat de leur manager. Waouh. Donc, les 4-5 se réunissent, ils établissent ensemble quel est notre manager idéal. Ils rédigent la fiche de poste, et ensuite, personne ne se propose. Et chacun propose un nom de qui est la meilleure personne parmi nous capable de remplir ce poste. Ensuite, il est élu pour 3 ans. Ok. Et au bout de 3 ans, on recommence cette élection sans candidat. Et ces managers, ensuite, ils font le lien entre le terrain et le national. Donc régulièrement, ils se retrouvent, et toujours sans hiérarchie, et ils décident des choses ensemble, qu'ils ont déjà travaillé en équipe, et qui viennent faire comme ça des allers-retours. Et l'entreprise cartonne. Donc je suis embauchée par cette Mhm. entreprise. Donc déjà, je peux dire fermement que oui, les hiérarchies ne sont pas obligatoires dans une entreprise et que ça peut fonctionner de manière vraiment merveilleuse. Et donc j'ai été chargée à la fois d'accompagner d'autres entreprises à suivre ce modèle et aussi de lancer la transition écologique au sein de l'entreprise, au sein des 460 salariés. Et puis, l'expérience qui m'a le plus marquée, c'est le processus que j'ai développé au sein de Chronoflex sur la rémunération. Ok. Puisque l'idée, en fait, c'était de proposer aux salariés de réinventer leur système de rémunération. Et donc, il y a eu tout un processus en intelligence collective qui a fait que les salariés ont décidé qu'il allait avoir un tirage au sort chaque année d'un jury. C'est le jury qui attribue ou non les augmentations. Et chaque salarié qui estime mériter une augmentation doit écrire une lettre de motivation et venir défendre son augmentation devant ce jury tiré au sort. Ok. Il y a une conversation. Ensuite, il y a une décision qui est mise et cette augmentation, elle est décidée uniquement pour un an. Donc, il faut recommencer le Ok. process pour la suite. Et donc, c'était très puissant de réussir à accompagner tous ces salariés à réinventer ça, tout en gardant, bien sûr, les intérêts de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vider les caisses et puis de plus pouvoir tourner. Donc, il faut réussir à conjuguer tout ça. Mais finalement, quand il y a une montée en compétences des gens qu'on accompagne sur des sujets, ils ne font jamais des décisions incongrues. Oui, oui, oui. Ils savent protéger les intérêts du collectif et créer des systèmes qui s'autorégulent. Parce que imaginez si c'était un collectif, un jury qui attribue les augmentations. euh, pardon, imaginez que ça soit un jury qui soit identique chaque année pour attribuer les augmentations. Qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait de nouvelles relations de Mm, pouvoir. mm, mm. Il y aurait alors des stratégies pour amadouer, mais de manière même inconsciente. Ah ben lui, on sait qu'il est au jury, voilà, on va essayer de tâter, savoir qu'est-ce qui ferait pencher la balance, ou voilà, est-ce qu'il peut m'apprécier un peu Mm. plus, puisqu'on est tous des êtres humains. Or là, ils sont tirés au sort. Donc il n'y a pas de jeu d'influence. Ouais. Il y a un rôle qui est pris au moment où on en a besoin, mais ensuite ce rôle se dissout quand il n'y en a plus besoin. Mm. Et donc, le système, il est mis en place de manière à ce qu'il s'autorégule et qu'il n'y ait pas de dérive. Et ce côté stress situationnel-là, il peut être beaucoup moins, ouais, effectivement, stressant pour toutes ces demandes-là. Et c'est hyper intéressant. T'as fait partie du coup, de l'imagination de ce processus-là, alors? Exactement. Donc là, je viens de vous donner la fin, mais, Il y a eu tout un processus. mais voilà, mon travail, c'est que je suis arrivée, il fallait repenser le système de rémunération. Et à partir de là, il a fallu inventer tout le design et tout l'accompagnement. Le prévoir à l'avance, mais surtout le réadapter au fur et Mm. à mesure du déroulement, au fur et à mesure des enjeux de pouvoir qui se dévoilaient, Ouais. puisque effectivement,
Il y a parfois eu voilà, des tentatives humaines qui sont normales en fait, hein. Puisque le changement, ça crée beaucoup de peur et de stress, et que certains avaient envie de conserver aussi leurs avantages, et ils ont dû y renoncer. Mm, Et donc, il y a un deuil finalement de choisir, même si la situation actuelle est inconfortable, il y a un deuil à faire pour pouvoir passer au nouveau. Parce que tant qu'on est attaché à l'ancien, on n'arrive pas à s'intégrer dans le nouveau. mm. Et donc, du coup, ce travail-là, il est important et il s'accompagne. Et en fait, il est incompressible. On ne peut pas demander à ce que les gens le fassent en 1 minute ou en 1 heure. Il faut parfois plus de temps. Et plus c'est ancré, et plus il faut du temps. Ça me rappelle une anecdote quand j'étais à la Sorbonne. Mhm. J'avais un professeur très connu et en fait, il avait décidé de changer de pédagogie. Ok. Il a proposé la pédagogie inversée, c'est-à-dire que il voulait nous transmettre le cours avant, on devait le lire, Mhm. venir avec des questions. Et c'était vraiment un professeur très éloquent. Et quand on arrive en cours pour la première fois avec cette méthode, il a commencé à parler, et à parler, et à parler, et à parler. Et puis à un moment, il s'arrête et il nous dispute. Mais pourquoi vous posez pas de questions? Mais ça vous intéresse pas, etc. Et du coup, j'ai osé lui écrire un email, alors très poli et respectueux, pour lui dire, Monsieur, en fait, c'était passionnant. Nous, on n'avait pas envie de vous couper. Et puis, comme vous prenez la place, ben, nous, on n'a pas le temps de réfléchir à nos questions. Est-ce que vous pourriez vous taire Pe- pour laisser la place, pour nous laisser la place de pouvoir poser des De questions pouvoir et de s'exprimer. Mm. s'interroger et d'avoir Ouais. notre processus de réflexion. Et du coup, il a commencé à se taire. Et là, ça a fonctionné. Mais il a été rattrapé par l'ancien. Je pense qu'il avait un petit peu peur du silence. Oui. Et du coup, dès qu'il y avait un silence, hop, il partait dans des grands monologues, d'ailleurs très très passionnants, mais du coup qui ne laissaient pas la place à une posture d'acteur de la part des élèves, Mhm. mais bien une posture passive. Et donc finalement, il a petit à petit gratté et il est revenu naturellement à ce qu'il faisait avant. Parce qu'il n'a pas fait le deuil de cette manière-là d'occuper l'espace. Et donc, alors ça marche aussi. Mm. C'est juste que s'il avait envie d'avoir plus d'échanges, d'interactions et d'implication de ses élèves, alors il est passé à côté parce qu'il a été pris par l'ancien. Ouais. Parce qu'il faut du temps, parce que ça doit se travailler, ça doit se prendre en conscience. On doit pouvoir aller voir c'est quoi qui fait que je me comporte comme ça. Ouais. Peut-être là c'était ah, peut-être que j'ai peur du silence, peut-être que j'ai peur que mes élèves décrochent, voilà, peut-être que j'ai peur de perdre ma place. Et alors si j'identifie que c'est vraiment ça, mes blocages intérieurs, je vais les guérir. Je peux prendre ma place, même quand je me tais, par exemple. Et si j'arrive à nourrir ça quotidiennement, ça devient mon nouveau monde. Et alors, autre chose devient possible. Mm. Mais comme tu le dis, c'est difficile. Et en fait, cette anecdote sur le changement, au final, enfin, ça dit tellement de choses sur la difficulté qu'ont la plupart des êtres humains à voir ce qu'il y a de l'autre côté du rideau, quoi. Vraiment de se départir des choses qu'on fait inconsciemment parce qu'on les fait sans réfléchir, parce que c'est notre sécurité, et d'être face au vide, à tout ce qu'il y a à reconstruire, rebattre les cartes, c'est tellement enfin, tellement complexe pour beaucoup de gens et j'ai l'impression qu'on assiste vraiment à ça enfin, pour tout dans le monde actuel. J'ai l'impression qu'on est vraiment au bord d'un fossé et que ce silence-là de qu'est-ce qu'on fait après, juste le fait de se poser la question et de réfléchir, ça pose un silence collectif qui est difficile à voir en face. Et ouais, ouais, je vois totalement. Et de manière très concrète, pour revenir à cet exemple de Chronoflex, comment du coup ce processus-là, ce changement, il a été opéré? Tu disais qu'il n'y avait pas forcément de hiérarchie déjà à la base, mais il y avait quand même des gens tu parles de ce système de rémunération, donc il y avait quand même des gens qui étaient un peu aux manettes de ça. Ces gens-là, ils se sont réunis et ils ont dû décider collectivement de dire oui, il y a eu une décision, un vote, je sais pas, ça s'est passé comment, je sais pas si tu te souviens d'ailleurs, mais Oui, oui, si, bien sûr.
En fait, les personnes qui étaient responsables normalement des augmentations, c'était le service RH accompagné du CODIR en fait pour certains postes. Mhm. Voilà. Et ben, du coup, ils ont dû accepter que ce n'était plus dans leur mission. En fait, ça restait dans leur mission dans le sens où ça devenait un accompagnement Oui, ok. du jury. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, par exemple, indiquer la somme des augmentations qui pouvaient être possibles cette année, ou voilà, apporter des éléments. Mais ils étaient là soit pour donner des informations cruciales, soit pour être consultés en cas de besoin, si un jury était dans le doute, par exemple, mais vraiment juste à titre de consultation. Et Ok. donc ça s'accompagne aussi. On ne peut pas juste demander aux gens de les déposséder. Ce changement de rôle, ça s'accompagne aussi. Donc c'est un travail lent mais tellement profond et enrichissant. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que souvent les consultants, ils veulent faire un accompagnement au changement rapide. Donc ils vont super vite. On va dire que d'un coup, ils sont passés de la situation A à la situation B. Ils montrent des résultats comme ça, mais en fait, ça ne tient pas. Mm. Ça ne tient pas dans le temps. Il y a l'ancien qui revient parce que ça n'a pas été traité, parce qu'on n'a pas laissé le temps à ce que les choses puissent se faire. En fait, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on ne change pas par volonté. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui se disent ah, je vais arrêter de boire, ou je vais arrêter de fumer, ou je vais arrêter de tromper ma copine, et qui finalement recommencent. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté qui Mm. conditionne nos attitudes, c'est notre inconscient, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc, on est obligé d'avoir de l'introspection pour aller voir quel est le programme qui est à la source de mon comportement. Et une fois qu'il est identifié, ça suffit toujours pas. Il faut pouvoir identifier c'est quoi l'inverse. C'est quoi l'inverse de ce programme qui bloque? Ça serait quoi la version constructive? Et une fois qu'on l'a identifiée, c'est de commencer à la nourrir. Dans tout ce qu'on fait, de commencer à la nourrir, à la nourrir, à la nourrir. Et à un moment donné, ben, ça devient naturel, on n'a plus besoin d'y penser. Mm. Et c'est là où on a un vrai changement qui s'est opéré. Est-ce que toi, t'as une routine justement pour réussir à tout le temps dans ce changement permanent ou juste dans ce bien-être? Est-ce que tu fais tout en sifflant du coup? Non, je te promets qu'il y a des fois où j'y arrive pas. Que t'oublies Parce sur que ta peau et tout est facile. quand la pluie tombe sur moi, elle s'évacue C'est ça. naturellement. Non, c'est impossible. Alors, c'est marrant parce que je pose cette question-là et avant, je t'ai posé la question sur le coaching développement personnel. Et il y a 2 soirs, je suis allée au cinéma voir Gourou. C'est un film de Yann Gozlan qui est sorti avec Pierre Ninet. Et c'est très clairement une critique de tout ce qui est de développement personnel, mais là, poussé à son paroxysme, à ce que ça peut être, par exemple, aux États-Unis, il y a ces coachs qui sont suivis par des millions et des millions de followers sur le net, qui font des meetings un peu, enfin, c'est le genre de truc un peu à l'horoscope qui correspond à tout le monde, etc. Donc ça parle des dérives là-dessus. Et dans ce film, on voit Pierre Ninet qui joue ce gourou, avoir son rituel bien-être, mais vraiment cliché, tu sais, prendre des bains froids chaque matin, aller faire son sport, etc. Mais toi, je te range pas dans cette catégorie, c'est juste que ça me fait penser à ça en posant ces 2 questions. Est-ce que toi, tu fais quand même, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de la méditation, est-ce qu'il y a des trucs, toi, que tu fais qui te font du bien ou pas du tout? Si, si, oui, oui, j'ai l'impression en tout cas que c'est obligatoire pour réussir à être bien dans sa vie parce qu'en fait, il y a le bruit du monde en permanence. C'est le bruit du monde, c'est vraiment ça. On entend tout le temps Enfin, en fait, on est influencé partout par notre environnement, par ce qu'on écoute, par ce qu'on entend. Et donc, ne serait-ce que juste mettre de la musique, l'énergie de la musique, elle nous impacte. Et si on est toujours occupé, ben, ça veut dire on est toujours impacté. Mm. Donc pour moi, ce retour au calme, il est vraiment crucial. Alors, j'arrive pas tous les jours parce que je suis maman d'un enfant de 2 ans, mais j'en ai besoin et je m'organise pour pouvoir le faire. Et donc, euh, ce qui m'a profondément aidée, c'est de reprogrammer mon inconscient. C'est-à-dire qu'après 18 ans de développement personnel, à même aller
jusqu'à aller voir des chamans au Pérou, à aller voir des psys, et voilà, à vraiment explorer tout le domaine de ce qui fait qu'on peut s'épanouir. Je pense que j'ai vraiment tout essayé. C'est ce qui m'a aidé, c'est vraiment la reprogrammation de mon inconscient. Parce que, en fait, ce que j'ai à l'intérieur comme programme va conditionner ce que je vais vivre, Hmm. sans que je le voie. Par exemple, dans mon enfance, j'ai eu une maman qui était malveillante et qui avait un rôle de bourreau auprès de moi. Mais ensuite, quand j'ai commencé ma carrière en tant que salariée, puis après, j'ai trouvé un amoureux, bah, c'était tous des bourreaux. Hmm. Mais des bourreaux sévères. Des bourreaux qui me permettaient pas d'aller vers la vie, au contraire. Mais pourquoi j'ai attiré ça? Hmm. Mais parce qu'en fait, j'avais à l'intérieur de moi ce programme de ben, l'autre est un danger. Donc si l'autre est un danger, je vais continuellement chercher, parce que c'est normal pour mon système, des gens qui vont être un danger. Mais une fois que j'ai identifié ça et que je décide que l'autre devient mon meilleur ami et que je reprogramme mon inconscient, alors je rencontre des gens extraordinaires. Et alors là, mon monde a basculé, alors que je suis la même personne dans le même monde. Les deux existent, mais je me connecte et je suis touchée par ces personnes qui viennent me faire du bien, alors que peut-être je les avais repoussées Ouais. dans la version précédente. Et donc, aujourd'hui, comment je fais? J'analyse beaucoup mes rêves. Les rêves, c'est vraiment le message de l'inconscient. Donc, je vais sur ChatGPT, je demande de l'analyser pour commencer. Et ensuite, je lui demande de le résoudre. Et ça, c'est vraiment la phase primordiale. Parce que si je fais que de comprendre mon rêve et ce que ça peut traduire, je vais enregistrer dans mon cerveau que c'est normal. Hmm. Donc, quand c'est quelque chose de positif, c'est très bien. Mais si c'est quelque chose de négatif, alors je vais dire à mon cerveau, oui, tu peux continuer à penser ça alors que ça me fait du mal. Et je vais le vivre dans ma vie éveillée. Et ça, je suis pas en accord avec ça. Donc, je vais regarder quels sont les blocages dans mon rêve et je vais reconstruire une scène dans ma tête qui est la suite du rêve qui va en fait résoudre. Et je fais ça et mes rêves changent. Et là, j'en fais de plus en plus beaux, quoi. Il y en a où je vais Ok. dans des palaces. Oui, oui, il y a des fois, bah, cette nuit, par exemple, j'étais dans une magnifique boutique d'antiquités japonaise et puis j'ai dormi dans cet endroit. Je me suis vue me coucher dans un endroit avec plein Hmm. d'objets très dans la sagesse, très dans le zen, très... Voilà, et ça, en fait, c'était des choses qui n'étaient pas... que j'aurais jamais pu imaginer avant de faire cette pratique. Ok, et quand tu dis que tu vas chercher à résoudre des rêves, est-ce que du coup c'est forcément un rêve ou ce qu'on pourrait appeler un cauchemar, un rêve où il y a des obstacles ou un obstacle? Et c'est ça que Oui, tu vas essayer de résoudre? Et si oui, le rêve se passe vraiment de manière idyllique et que tu te réveilles sans qu'il y ait eu aucun problème dans ce rêve-là, tu vas pas forcément aller chercher. c'est ça. Par Ok. exemple, la dernière fois, j'avais fait un rêve où je me retrouvais à manger à la cantine. Et puis je me dis, ah, la cantine, c'est pas assez bon, j'ai vu une boutique, je vais plutôt aller à la boutique. Puis je retourne à la boutique dans mon rêve. Et je me dis, ah, mais ça fait trop fast-food, c'est pas assez qualitatif. Bon, tant pis, je vais à la cantine. Ok. C'était le rêve. Mais moi, quand je me suis éveillée, je me suis dit, bon, je me rappelle plus exactement de toute l'analyse Ouais. que j'ai été donnée parce que c'est toujours une métaphore, les rêves. Mais du coup, moi, j'avais envie de dire, maintenant, j'ai envie d'une alimentation qui soit bonne pour moi. C'est-à-dire qui me nourrisse profondément, que je me régale, que je profite de la vie, pas juste utilitaire. Et donc ensuite, j'ai imaginé la scène où j'étais sur une belle table à côté d'oliviers et de vignes et je buvais du vin et j'avais des mets à la grecque sur cette table au soleil, par exemple. Et donc là, j'ai choisi de me nourrir, et c'est très symbolique, de me nourrir de choses vraiment qui me font vibrer. Ok. Et ça change tout. Et C'est c'est pour ça incroyable. que c'est Ouais. important de le faire. Et tu te souviens, alors deux questions en une, tu te souviens de tous tes rêves et euh, à quelle fréquence tu fais des rêves? Ben, avec la pratique aujourd'hui, j'arrive à me rappeler à peu près de 3 rêves par nuit. Mais Waouh. oui, là, c'est devenu énorme. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. C'est vraiment l'entraînement.
Moi, si je me souviens, franchement, si je me souviens d'un rêve une fois toutes les 2 semaines, c'est un truc de fou. Oui, mais c'est Ou très bien. alors j'ai des impressions de cauchemars, mais qui viennent dans la journée. Donc Oui. de là à pouvoir appliquer, par exemple, ce que tu fais, d'aller raconter ton rêve à ChatGPT pour qu'il il le Eh résolve, ben, c'est vraiment chaud pour moi. Parce que ben, je garde si des impressions, quoi. tu pourrais garder l'impression, ça marche aussi Ça dans marche aussi. l'analyse. Ok. Par exemple, ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir un seul mot. Ouais, ok. J'avais un mot, un moment, Ouais. il est revenu 4 5 fois, et je sais que c'était la Ouais. conclusion d'un rêve. Je me rappelle pas du tout du rêve, Mm, j'avais juste le mot ou l'impression. Mais je fais l'analyse, et pareil, après, je regarde qu'est-ce qui est l'opposé, qu'est-ce qui est la version constructive, mm, et ensuite je le nourris. Et ensuite, la deuxième chose, et après je m'arrêterai là, c'est de pouvoir m'endormir sur des émotions positives. mm, Ça, c'est très très important, quitte à ce qu'elle soit superficielle, entre guillemets. Si ma journée a été dure, éprouvante, je trouve une manière, donc en méditant par exemple, je me mets dans ma tête dans une situation, ou soit du passé, du présent ou même du futur. Je peux utiliser des musiques ou sourire, comme tu disais, pour activer les zones du cerveau. Et puis, ressentir l'émotion que j'ai envie d'avoir, l'émotion positive. mm. Et l'amplifier, l'amplifier, l'amplifier. Et m'endormir dessus. Et ça a vraiment aussi transformé ma vie. Je pense que ça va être c'est l'épisode de trop pour moi où il faut, à partir de maintenant, que je change ma vie parce que je fais que rencontrer des gens superbes qui me donnent des conseils pour être au top du bien-être. Et c'est que des choses que j'ai en tête qu'il faudrait que je fasse mais que je fais pas. Mais tout ce qui est analyse des rêves et tout, ça me parle beaucoup. Donc c'est l'épisode où je change. C'est Merci génial. Chloé, tu as été le déclic. Non, parce que j'applique, en fait, je fais plein de trucs dans ma vie, mais j'applique totalement l'inverse de ça, c'est-à-dire que si ça va pas, bah, je vais me coucher dessus et je me dis, ah, faudrait que je médite. Non, mais flemme, en fait, genre, il faut juste que je dorme, sauf que je m'endors 3 heures après. Non, mais, ok, totalement. Voilà. Et, ok, bah, superbe routine, et c'est assez régulier, du coup, t'arrives à tenir ce genre de choses assez, Ben, je fais aussi avec ce qui est vivant, puisqu'avec mon fils de 2 ans, j'arrive pas à ouais, avoir la même comme tu routine, peux, hein. ouais. Mais c'est des choses, m'endormir, de toute façon, je me couche dans mon lit, donc ça c'est facile, entre guillemets, de Ok. passer les 5 à 10 minutes avant de m'endormir à faire ça. Et le matin, il faut parfois que je me cache aux toilettes pour analyser mes rêves, mais ça, ça marche. J'adore, j'adore le principe. Est-ce que tu as une sorte de devise à toi-même? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un truc que tu te dis souvent ou que euh, quand tu peux, je sais pas, accompagner des structures, des projets, un truc une sorte de vérité générale? La première, c'est de faire de chaque jour une fête. Ça veut dire que si dans ma journée c'était pas cool, il faut que je fasse quelque chose avant de dormir qui me procure du plaisir. Hmm. Peut-être manger une tartine de chocolat, j'en sais rien, ça peut être quelque chose de petit, mais chaque jour doit être une fête. Ça, c'est important pour nourrir le côté vivant. Et ensuite, l'autre devise, et ça c'est vraiment primordial, c'est que faire de chaque difficulté une opportunité. On peut transformer vraiment tout ce qui se passe, même les pires Ah, trucs, les trucs violents, les trucs qui gravent, on peut tout transformer en quelque chose de constructif, en un point de départ, en quelque chose qui peut nous faire du bien à soi ou aux autres, peu importe. Mais on ne doit pas l'accepter comme une vérité et comme une fin, en fait. Ce qui s'est passé là, si on n'est pas en accord, alors on va construire et nourrir l'opposé. quelles sont les directions, les projets que tu as envie de prendre pour cette nouvelle année 2026? Alors déjà, il y aura une émission de radio sur Azure FM qui Oui. va naître, et une sûrement sur la parentalité et une autre un peu plus sur les relations. Comment est-ce qu'on crée du lien entre nous? Et puis, Eurythmia a vocation cette année à devenir un média et donc à créer un podcast pour pouvoir développer des projets qui régénèrent, avec aussi un LinkedIn et une newsletter qui seront beaucoup plus travaillés parce qu'aujourd'hui ça restait un petit peu volatile, on va dire, mais qui seront beaucoup plus qualitatifs pour pouvoir soutenir
tous ces gens qui ont l'impression d'être seuls en fait, à porter des initiatives incroyables et qu'il faut Oui. aider. Ben, c'est absolument génial. LinkedIn, Instagram aussi, ou pas forcément? Instagram, tout le monde m'en parle, il va falloir que je m'y mette. C'est la deuxième Ça fois que je sera te pose mon la question. serment. C'est vrai que moi, je sais qu'Instagram, c'est un truc euh, pas forcément intergénérationnel, mais quand même, il y a vraiment une grande diversité de personnes qui peuvent suivre. Ou LinkedIn, c'est très bien aussi, mais il y a un truc un peu plus pro aussi. Mais ok, trop trop bien, c'est absolument génial. Tu commences quand sur Azure FM? Février-mars. Ok. Il y a tout qui commence Ouais, il y a en plein de choses. février-mars. Ça, c'est vraiment le point de départ de l'année, oui. Ok, trop trop bien. On arrive à la fin de cet épisode, Chloé. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose, quelque chose, enfin, voilà, je sais pas, une recommandation culturelle, un mot que tu aurais envie d'adresser aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent? Enfin, j'ai déjà envie de leur faire un cadeau. Je peux leur offrir 1 heure de rendez-vous s'ils ont un projet, une initiative, peut-être même juste une intention sans savoir quoi faire. Je peux leur offrir 1 heure de temps avec le code ECO Eclipse 2026. Et puis, sinon, pour le reste, ben, surtout de prendre soin de soi. C'est le plus important. Ok, super. Merci Chloé, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec toi, discuter avec toi. L'échange est parti dans plein de sens différents, mais j'adore. Merci, je suis contente de t'avoir enfin rencontré et enfin c'est bravo pour tout ça, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues de faire. C'est vraiment très très inspirant. Et voilà, je sais que t'es pas loin, t'es à Haguenau et on va se voir pour Géothermie citoyenne encore. En tout cas, voilà, bravo. Et j'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent à te suivre, à suivre ton compte LinkedIn et tout ce que tu vas développer à partir des quelques semaines à venir. Merci Chloé. Ben, merci à toi, Léa, pour le cœur, vraiment le cœur vibrant que tu as quand tu m'accueilles et quand j'écoute l'ensemble de tes podcasts. À chaque fois, il y a vraiment cette authenticité qui est présente et qui rayonne à travers ta voix. Donc, continue et j'ai hâte d'entendre la suite. Merci Chloé, à bientôt. À bientôt, ciao! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et si ce moment t'a plu et inspiré, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles et un commentaire sur Spotify ou à faire une story Instagram en identifiant mon compte Léa-RTAG et celui de mon invité pour qu'on puisse te repartager. J'aimerais également remercier ma précieuse monteuse Héloïse Delcé pour son travail. En attendant de se retrouver, je te souhaite de continuer à écouter des podcasts du même genre et d'approfondir les enjeux évoqués dans mes épisodes. Je suis convaincue que cela fait du bien de se sentir éveillé sur toutes ces questions et d'en parler autour de soi. Alors, toi aussi, sème tes graines et vis ta vie avec du sens.